On va changer de domaine, où on va rester en l'air, mais on va regarder du côté de l'enquête de sécurité aérienne. Alors on le sait tous, vous le savez tous, il y a eu un accident important, un accident aérien important en Inde il y a à peu près 2 semaines avec près de 300 morts. Ça rappelle que malgré un très haut niveau de sécurité, on nous l'a encore rappelé hier soir, des accidents peuvent arriver. À chaque fois, une enquête de sécurité est menée pour déterminer à la fois les causes des accidents, tirer les leçons ensuite en matière de sécurité. Et on a la chance de recevoir Jean-Paul Troadec, ancien directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, en clair le BEA, qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelait Boîte Noire. C'est là que j'ai appris des choses sur le BEA. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande franchement. C'est un très bon film. Ah, puis Pierre Ninet est quand même sympathique. Et donc, notre Pierre Ninet du jour, est-ce que ça se passe comme ça, mis à part le côté un peu anecdotique, il avait une très belle histoire d'amour, mis à part le côté romantique, est-ce que les enquêtes d'aviation se passent un peu comme on l'apprend d'un point de vue technique dans ce film ? Alors sur le plan technique, ce film est tout à fait exact. Bien entendu, on pourra s'étonner que l'enquêteur en chef soit à ce point corrompu. Donc ça c'est pour le côté, j'allais dire, du film. Mais par ailleurs, c'est un bon documentaire. Alors, je vous laisse nous expliquer comment ça se passe. Je crois que vous avez en effet quelques slides. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que fait le BEA? Et je suis particulièrement heureux d'intervenir devant cette assistance qui peut être confrontée un jour ou l'autre à une des enquêtes menées par le BEA ou ses homologues dans d'autres modes de transport. Alors le titre de mon intervention s'intitule « L'enquête de sécurité aérienne quand toutes les mesures de prévention ont échoué ». Car c'est à ce moment-là seulement qu'intervient l'enquête de sécurité. Et il faut donc que je dise quelques mots de la façon dont est organisée la prévention dans l'aviation civile. Alors, quelques mots sur les entités qui concourent à la sécurité aérienne. En premier lieu, il y a la réglementation qui résulte d'une réglementation européenne maintenant, qui est gérée par l'Agence européenne de sécurité aérienne, dont le siège est à Cologne, et qui établit la réglementation et certifie les avions. À un niveau inférieur, au niveau national, nous avons les autorités nationales de sécurité aérienne. En France, c'est la DGAC. Le DGAC qui contrôle essentiellement les opérateurs et qui a une action essentiellement, de suivi national des activités aériennes. De leur côté, les constructeurs conçoivent les avions en respectant les normes de sécurité, les règlements de sécurité qui proviennent donc de l'agence européenne et s'assurent que la fabrication individuelle des avions est conforme à ce qui a été approuvé. Et enfin, en bout de chaîne, c'est le rôle des opérateurs, des exploitants, compagnies aériennes, services de navigation aérienne, aéroports, de former leur personnel, de définir les procédures d'exploitation et au jour le jour d'assurer la sécurité de leurs opérations. Donc c'est un système dynamique dans lequel ces différentes parties prenantes dialoguent entre elles, analysent tous les événements jusqu'au jour où, dans le cas des événements les plus graves, il faut faire appel à un organisme extérieur qui va réaliser une enquête de sécurité. Et en France, ce rôle est dévolu au BEA, Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Alors, le statut du BEA est conforme à celui des bureaux d'enquête européens. Donc aujourd'hui, il y a une uniformisation de tout ce qui concerne les enquêtes, non seulement au niveau mondial, mais surtout au niveau européen. Et donc le règlement européen qui a créé cette réglementation se place dans la continuité des règles de l'aviation civile internationale. Il consacre l'autorité des organismes d'enquête et leur caractère national, institue un réseau regroupant ces autorités. Alors ça c'est un point très important, c'est-à-dire que l'expérience acquise
par l'un des bureaux est partagé entre tous les bureaux et organise également la coopération entre ces bureaux d'enquête et enfin organise également les échanges d'informations non seulement entre les bureaux d'enquête mais également au sein de tout le système aéronautique et en particulier avec les autorités nationales et européennes qui bien entendu ont un rôle particulier et qui peuvent aussi être concernés par leur action en matière d'accident. Alors, le périmètre d'action du BEA, là je parle du BEA français, son rôle est de diriger les enquêtes concernant les incidents graves et les accidents survenus sur le territoire national et dans les eaux territoriales, c'est-à-dire à proximité très proche des côtes, et aux aéronefs immatriculés en France dans les eaux internationales. Je reviendrai tout à l'heure sur le cas de l'accident du Rio-Paris qui s'est produit dans des eaux internationales. Il faut bien qu'il y ait une autorité qui, dans ce cadre-là, puisse mener l'enquête et cette enquête est dévolue au pays d'immatriculation de l'avion ou d'immatriculation de la compagnie aérienne. En pratique, le BEA va intervenir sur combien d'enquêtes chaque année, grosso modo? Alors, je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. En pratique, le BEA intervient chaque année sur 300 enquêtes, à peu près. Moitié des enquêtes qu'il dirige, parce qu'il s'agit d'enquêtes dont les accidents se sont déroulés sur le territoire national ou dans les eaux territoriales, et participe à 150 enquêtes, à peu près, qui sont menées par des autorités internationales et auxquelles le BEA est associé parce que l'accident concerne un avion immatriculé en France, par exemple si c'est une compagnie aérienne française bien entendu, ou un avion qui a été certifié en France, c'est-à-dire que tous les Airbus, tous les ATR, tous les hélicoptères sont considérés comme ayant été certifiés en France. Et donc ça donne au BEA une responsabilité tout à fait extrêmement large, qui fait que le BEA est non seulement le plus important des bureaux d'enquête de sécurité en Europe, mais est le numéro 2 au monde, juste derrière le NTSB américain. Alors, quelques mots sur le statut du BEA. Bon, le BEA français est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Quelques mots sur ce positionnement. Il s'agit que le BEA soit un organisme le plus impartial possible et le moins soumis éventuellement à des influences. Pour ça, il ne peut pas être placé, par exemple, auprès de la DGAC, puisque la DGAC est partie prenante dans les décisions concernant la sécurité aérienne. Donc, on a choisi un positionnement auprès d'une inspection générale qui lui assure ce degré d'indépendance et d'impartialité. Alors bon, sur le statut administratif, ce n'est pas une autorité administrative indépendante comme l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un statut différent, mais qui assure son impartialité et son indépendance. Alors je reviendrai un peu plus loin sur les rapports entre l'enquête du BEA et l'enquête de la justice. Mais ce qu'il faut dire à ce stade, c'est que l'enquête de sécurité a uniquement pour objet l'amélioration de la sécurité et la prévention des futurs accidents sans détermination des fautes et des responsabilités. Alors évidemment, quand on lit un rapport d'accident du BEA, on peut avoir une idée, on peut faire des projections sur les fautes et les responsabilités, mais il faut faire attention parce que lorsque le BEA, par exemple, fait des recommandations, ces recommandations peuvent avoir une portée très large et au-delà de l'enquête, au-delà de l'accident même. Et donc, on ne peut pas en déduire qu'on met en cause la responsabilité d'autres organismes que ceux qui sont concernés par l'accident. Et par ailleurs, et là c'est la question d'indépendance et d'impartialité, le BEA ne peut recevoir aucune instruction d'aucune autorité ou d'aucun organisme dont les intérêts pourraient rentrer en conflit avec la mission qu'il aurait confiée. Et ça figure dans la loi.
Et donc, on peut considérer que c'est quelque chose qui est parfaitement respecté, même si parfois il est un peu compliqué. Ça a été ce que j'ai vécu lors de l'accident du Rio-Paris. L'intervention du monde politique dans un accident est quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer. Et en pratique, si vous voulez, le BEA mène son enquête en toute indépendance et communique sur l'enquête et est le seul habilité à communiquer, et les autorités politiques, bien entendu, peuvent notamment avoir une relation avec les victimes et toutes ces dimensions qui ne relèvent pas du BEA. Mais en ce qui concerne l'information sur l'accident, seul le BEA peut parler. Et ça serait une faute pour une personnalité politique de donner quelques informations sur le déroulement d'une enquête. C'est rarement arrivé. C'est rarement arrivé. Alors, comme vous le savez, lorsqu'un accident produit des victimes, en France, une enquête de justice est immédiatement déclenchée. Et donc, cette enquête de justice menée par des experts judiciaires sous l'autorité d'un juge d'instruction, bien entendu, s'appuie sur les mêmes éléments factuels et techniques que l'enquête du BEA. Il est donc nécessaire de coordonner l'action des deux enquêtes. En ce qui concerne, par exemple, l'accès au site de l'accident, il faut protéger le site de l'accident. Ça, en général, c'est fait par des éléments de la gendarmerie, parfois de la police. La conservation des preuves et l'accès à celles-ci, il a pu arriver, pas tellement en France, mais dans d'autres pays, que la justice garde la main sur des éléments techniques qui ont bloqué en réalité l'enquête de sécurité et qui auraient pu avoir des conséquences en matière de sécurité. Bien entendu, ces deux enquêtes, les deux types d'enquêteurs doivent dialoguer, échanger des informations et enfin résoudre d'éventuels problèmes de contentieux, de conflits. Bon, il y a la question du financement sur lequel je reviendrai un petit peu plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, ces relations entre le juge d'instruction et le directeur du BEA sont gérées dans le cadre d'un protocole qui fonctionne bien, je pense, qui date seulement de 2014, qui fait qu'avant cette période, il a pu y avoir quelques difficultés parfois de relations entre les deux types d'enquêteurs. Alors, après ces considérations peut-être un peu théoriques, je vais passer à l'application pratique. Et l'application pratique est celle de ce que j'ai vécu au BEA, de l'accident du Rio-Paris. Alors, toutes ces dispositions que j'ai évoquées ont été mises en œuvre donc, dans le cadre de cette enquête. Alors je rappelle que l'avion s'est abîmé par 4000 mètres de fond dans l'océan Atlantique en juin 2009 et que l'accès à l'épave a duré à peu près 2 ans et ça a été une opération extrêmement compliquée. Alors, l'avion est tombé dans les eaux internationales. Alors, sur ce schéma, vous avez en haut à droite un petit rond qui est... ça ? Oh. Excusez-moi, je ne suis pas très familier. C'est piégé. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Hop. Alors, pardon, on va faire... Tac. Non, il est où le... Pardon, je crois qu'on est deux à jouer en même temps. Voilà, pardon, merci beaucoup. Et là, vous avez normalement un pointeur qui marchait hier. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça. Donc ce rond-là entoure un îlot rocheux qui s'appelle Saint-Pierre-et-Paul et qui fait partie du Brésil. Donc l'avion est tombé à proximité de cet îlot, mais dans les eaux internationales, ce qui fait que le BEA a été chargé de l'enquête. Avion français, compagnie française, eaux internationales, le BEA est chargé de l'enquête. Mais l'avion avait survolé cet îlot quelques minutes auparavant. Et donc, il s'en est fallu de très peu. Si l'avion était tombé
proximité de cet îlot dans les eaux territoriales brésiliennes ou bien même sur les lots, il s'en est fallu de très peu que l'enquête ne soit menée par les autorités brésiliennes. J'ai tout à fait confiance dans les autorités brésiliennes, mais je pense quand même que ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Donc l'enquête a été confiée au BEA pour les raisons que j'ai évoquées, et il a fallu réglementer, enfin décider des relations avec la justice avec laquelle nous avons passé un certain nombre de protocoles que je vais évoquer. Sur la question des recherches en mer, bon, les recherches en mer, il n'y a pas deux recherches en mer, il peut pas y avoir deux opérations simultanées, donc il a été décidé que c'était le BEA qui était responsable des recherches en mer, qui menait toutes les opérations, bien entendu, en informant les enquêteurs judiciaires. La question du financement s'est posée tout de suite, c'est une opération extrêmement coûteuse. Les enquêtes sont financées par les États responsables des enquêtes. À ma connaissance, il n'y a aucune question d'assurance derrière. Et donc, le financement a été assuré partie par l'État, mais avec une contribution importante d'Air France et d'Airbus. Le ministère de la Justice n'ayant en aucune façon contribué au financement, d'ailleurs. La priorité du relevage des pièces de l'avion, donc on est allé repêcher au fond de la mer un certain nombre d'éléments. Il a fallu décider quels étaient les éléments prioritaires. Bien entendu, ce sont les fameuses boîtes noires qui ont fait l'objet de la priorité. Mais une fois qu'on a récupéré les boîtes noires, il faut absolument veiller à l'intégrité de la conservation des éléments figurant dans ces enregistreurs. Il y a eu malheureusement par le passé certaines mises en cause de l'enquête du BEA qui auraient été accusées d'avoir manipulé certaines informations, ce qui était faux, mais n'empêche qu'il y a eu ce soupçon. Et pour éviter tout soupçon, eh bien, nous avons fait en sorte que les boîtes noires soient accompagnées du bateau qui les a repêchées jusqu'au laboratoire du BEA par un officier de police judiciaire. Il y avait un gendarme en permanence à côté de ces boîtes noires. Et enfin, dernière opération, la plus délicate sans doute et la plus compliquée, a été la récupération et le relevage des corps qui étaient au fond de la mer. Alors bien entendu, ce n'était pas une opération sous la responsabilité du BEA, mais le BEA l'a organisée et elle a été confiée à l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale. Alors, j'ai évoqué la conclusion de l'enquête et les recommandations. Alors, en ce qui concerne cet accident particulièrement, il a fait l'objet le rapport d'enquête a fait l'objet d'un certain nombre de recommandations qui s'adressent aux différentes autorités que j'ai évoquées tout à l'heure. L'Organisation de l'aviation civile internationale, tout d'abord, pour l'organisation des secours en mer. Cet après-midi, je crois que vous avez une discussion sur le sauvetage des bateaux. Il y a un problème aussi avec le sauvetage des avions qui tombent en mer. Et ce sauvetage est confié à l'État qui est responsable de la zone SAR. J'imagine que c'est la même pour les bateaux et pour les avions. Et donc là, c'était le Brésil. Mais il y a eu un certain nombre de difficultés qui ont amené le BEA à faire des recommandations à ce sujet. L'Agence européenne, par exemple, pour la certification des sondes Pitot, dont on sait qu'elles sont à l'origine de la perte d'indication de vitesse de l'avion et corrélativement de l'accident. La DGAC pour la surveillance des compagnies aériennes. Des recommandations également s'appliquant à Airbus pour les procédures en cas de perte d'indication de vitesse et aux compagnies aériennes pour l'entraînement des équipages. Donc vous voyez que dans ce cas particulier, l'ensemble des parties prenantes à la sécurité aérienne ont fait l'objet de recommandations de la part du BEA. Je terminerai en évoquant les autres bureaux d'enquête qui existent en matière de transport, parce que le succès en matière de sécurité aérienne, de cette organisation, des modes de prévention et des enquêtes de sécurité, eh bien, a fait des émules dans le domaine de la mer, puisqu'il existe un BEA mer dont le fonctionnement est tout à fait analogue à celui du BEA, même s'il n'est pas, je pense,
régi par les mêmes réglementations internationales. Il existe un bureau d'enquête pour les accidents de transport terrestre et depuis peu de temps un autre sur les risques industriels. Et enfin, les militaires, finalement, se sont inspirés de ces modèles pour créer de leur côté des bureaux d'enquête sur les accidents concernant les navires et les avions d'État. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste une minute, alors j'en profite sur l'accident indien récent. J'imagine que vous avez lu, on n'a pas encore les boîtes noires, mais vous avez lu la presse. Est-ce que vous, c'est sûrement, vous allez me dire que c'est pas dans les procédures, hein, mais vous avez une piste sur ce qui a pu déclencher Bon, la seule chose que je peux dire de sûr, c'est que l'enquête est menée par les autorités indiennes et qui ont la coopération des Américains, puisque l'avion est conception américaine, et puis des Britanniques, puisqu'ils ont des accords de coopération avec les autorités britanniques. Et parce qu'il y avait un certain nombre et il y avait des victimes, également pas mal de victimes britanniques. Sur les pistes, je pense que moi je me suis habilité à rien dire. Les seules autorités aptes à communiquer sont les autorités indiennes. Cela dit, les boîtes noires ont été retrouvées, ont été, je pense, exploitées. J'espère qu'elles n'ont pas été trop abîmées, mais enfin normalement elles ont dû résister à l'accident. Il y a par ailleurs beaucoup d'enregistrements. On a vu ces vidéos tragiques de l'avion qui est en train de s'écraser. Il y a toutes les communications également entre le sol, entre le pilote et puis la tour de contrôle, puis tous les éléments qu'on va retrouver dans la compagnie aérienne. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je pense que déjà probablement que les enquêteurs ont une idée assez précise de ce qui s'est passé et j'espère qu'ils vont communiquer assez rapidement sur le sujet. Mais moi, à ce jour, je ne suis pas habilité à faire la moindre hypothèse que ce soit. Merci beaucoup, monsieur. Alors c'est maintenant l'heure du déjeuner, vous le savez. Aujourd'hui c'est sous forme de cocktail. Je vous invite donc à aller aux différents spots et vous pouvez à nouveau avoir le profit, le bénéfice de ce joli jardin. Et on reprend bien évidemment à 14h30 précise. Merci Pascal. Jean-Paul, merci beaucoup. Ça a été ? Bon. En tout cas, j'ai tenu. Love invents us. Love turns us inside out, inside out, inside out, inside out, inside out. On va changer de domaine, où on va rester en l'air, mais on va regarder du côté de l'enquête de sécurité aérienne. Alors on le sait tous, vous le savez tous, il y a eu un accident important, un accident aérien important en Inde il y a à peu près 2 semaines avec près de 300 morts. Ça rappelle que malgré un très haut niveau de sécurité, on nous l'a encore rappelé hier soir, des accidents peuvent arriver. À chaque fois, une enquête de sécurité est menée pour déterminer à la fois les causes des accidents, tirer les leçons ensuite en matière de sécurité. Et on a la chance de recevoir Jean-Paul Troadec, ancien directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, en clair le BEA, qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelait Boîte Noire. C'est là que j'ai appris des choses sur le BEA. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande franchement. C'est un très bon film. Ah, puis Pierre Ninet est quand même sympathique. Et donc, notre Pierre Ninet du jour, est-ce que ça se passe comme ça, mis à part le côté un peu anecdotique, il avait une très belle histoire d'amour, mis à part le côté romantique, est-ce que les enquêtes d'aviation se passent un peu comme on l'apprend d'un point de vue technique dans ce film ? Alors sur le plan technique, ce film est tout à fait exact. Bien entendu, on pourra s'étonner que l'enquêteur en chef soit à ce point corrompu. Donc ça c'est pour le côté, j'allais dire, du film. Mais par ailleurs, c'est un bon documentaire. Alors, je vous laisse nous expliquer comment ça se passe. Je crois que vous avez en effet quelques slides. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que fait le BEA ?
Et je suis particulièrement heureux d'intervenir devant cette assistance qui peut être confrontée un jour ou l'autre à une des enquêtes menées par le BEA ou ses homologues dans d'autres modes de transport. Alors, le titre de mon intervention s'intitule « L'enquête de sécurité aérienne quand toutes les mesures de prévention ont échoué ». Car c'est à ce moment-là seulement qu'intervient l'enquête de sécurité. Et il faut donc que je dise quelques mots de la façon dont est organisée la prévention dans l'aviation civile. Alors, quelques mots sur les entités qui concourent à la sécurité aérienne. En premier lieu, il y a la réglementation qui résulte d'une réglementation européenne maintenant, qui est gérée par l'Agence européenne de sécurité aérienne, dont le siège est à Cologne, et qui établit la réglementation et certifie les avions. À un niveau inférieur, au niveau national, nous avons les autorités nationales de sécurité aérienne. En France, c'est la DGAC. La DGAC qui contrôle essentiellement les opérateurs et qui a une action essentiellement de suivi national des activités aériennes. De leur côté, les constructeurs conçoivent les avions en respectant les normes de sécurité, les règlements de sécurité qui proviennent donc de l'agence européenne et s'assurent que la fabrication individuelle des avions est conforme à ce qui a été approuvé. Et enfin, en bout de chaîne, c'est le rôle des opérateurs, des exploitants, compagnies aériennes, services de navigation aérienne, aéroports, de former leur personnel, de définir les procédures d'exploitation et au jour le jour d'assurer la sécurité de leurs opérations. Donc c'est un système dynamique dans lequel ces différentes parties prenantes dialoguent entre elles, analysent tous les événements jusqu'au jour où, dans le cas des événements les plus graves, il faut faire appel à un organisme extérieur qui va réaliser une enquête de sécurité. Et en France, ce rôle est dévolu au BEA, Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Alors, le statut du BEA est conforme à celui des bureaux d'enquête européens. Donc aujourd'hui, il y a une uniformisation de tout ce qui concerne les enquêtes, non seulement au niveau mondial, mais surtout au niveau européen. Et donc le règlement européen qui a créé cette réglementation se place dans la continuité des règles de l'aviation civile internationale. Il consacre l'autorité des organismes d'enquête et leur caractère national, institue un réseau regroupant ces autorités. Alors ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que l'expérience acquise par l'un des bureaux est partagée entre tous les bureaux et organise également la coopération entre ces bureaux d'enquête. Et enfin, organise également les échanges d'informations, non seulement entre les bureaux d'enquête, mais également au sein de tout le système aéronautique et en particulier avec les autorités nationales et européennes qui, bien entendu, ont un rôle particulier et qui peuvent aussi être concernés par leur action en matière d'accident. Alors, le périmètre d'action du BEA, là je parle du BEA français, son rôle est de diriger les enquêtes concernant les incidents graves et les accidents survenus sur le territoire national et dans les eaux territoriales, c'est-à-dire à proximité très proche des côtes, et aux aéronefs immatriculés en France dans les eaux internationales. Je reviendrai tout à l'heure sur le cas de l'accident du Rio-Paris qui s'est produit dans des eaux internationales. Il faut bien qu'il y ait une autorité qui, dans ce cadre-là, puisse mener l'enquête, et cette enquête est dévolue au pays d'immatriculation de l'avion ou d'immatriculation de la compagnie aérienne. En pratique, le BEA va intervenir sur combien d'enquêtes chaque année, grosso modo? Alors, je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. En pratique, le BEA intervient chaque année sur 300 enquêtes, à peu près. Moitié des enquêtes qu'il dirige, parce qu'il s'agit d'enquêtes dont les accidents se sont déroulés sur le territoire national ou dans les eaux territoriales, et participe à 150 enquêtes, à peu près, qui sont menées par des autorités internationales et auquel le BEA est associé parce que l'accident concerne un avion immatriculé en France
par exemple si c'est une compagnie aérienne française bien entendu, ou un avion qui a été certifié en France, c'est-à-dire que tous les Airbus, tous les ATR, tous les hélicoptères sont considérés comme ayant été certifiés en France. Et donc ça donne au BEA une responsabilité tout à fait extrêmement large, qui fait que le BEA est non seulement le plus important des bureaux d'enquête de sécurité en Europe, mais est le numéro 2 au monde, juste derrière le NTSB américain. Alors, quelques mots sur le statut du BEA. Bon, le BEA français est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Quelques mots sur ce positionnement. Il s'agit que le BEA soit un organisme le plus impartial possible et le moins soumis éventuellement à des influences. Pour ça, il ne peut pas être placé, par exemple, auprès de la DGAC, puisque la DGAC est partie prenante dans les décisions concernant la sécurité aérienne. Donc, on a choisi un positionnement auprès d'une inspection générale qui lui assure ce degré d'indépendance et d'impartialité. Alors bon, sur le statut administratif, ce n'est pas une autorité administrative indépendante comme l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un statut différent, mais qui assure son impartialité et son indépendance. Alors je reviendrai un peu plus loin sur les rapports entre l'enquête du BEA et l'enquête de la justice. Mais ce qu'il faut dire à ce stade, c'est que l'enquête de sécurité a uniquement pour objet l'amélioration de la sécurité et la prévention des futurs accidents sans détermination des fautes et des responsabilités. Alors évidemment, quand on lit un rapport d'accident du BEA, on peut avoir une idée, on peut projeter, faire des projections sur les fautes et les responsabilités, mais il faut faire attention parce que lorsque le BEA, par exemple, fait des recommandations, ces recommandations peuvent avoir une portée très large et au-delà de l'enquête, au-delà de l'accident même. Et donc, on ne peut pas en déduire qu'on met en cause la responsabilité d'autres organismes que ceux qui sont concernés par l'accident. Et par ailleurs, et là c'est la question d'indépendance et d'impartialité, le BEA ne peut recevoir aucune instruction d'aucune autorité ou d'aucun organisme dont les intérêts pourraient rentrer en conflit avec la mission qu'il aurait confiée. Et ça figure dans la loi. Et donc, on peut considérer que c'est quelque chose qui est parfaitement respecté, même si parfois il est un peu compliqué. Ça a été ce que j'ai vécu lors de l'accident du Rio-Paris. L'intervention du monde politique dans un accident est quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer. Et en pratique, si vous voulez, le BEA mène son enquête en toute indépendance et communique sur l'enquête et est le seul habilité à communiquer, et les autorités politiques, bien entendu, peuvent notamment avoir une relation avec les victimes et toutes ces dimensions qui ne relèvent pas du BEA. Mais en ce qui concerne l'information sur l'accident, seul le BEA peut parler. Et ça serait une faute pour une personnalité politique de donner quelques informations sur le déroulement d'une enquête. C'est rarement arrivé. C'est rarement arrivé. Alors, comme vous le savez, lorsqu'un accident produit des victimes, en France, une enquête de justice est immédiatement déclenchée. Et donc, cette enquête de justice menée par des experts judiciaires sous l'autorité d'un juge d'instruction, bien entendu, s'appuie sur les mêmes éléments factuels et techniques que l'enquête du BEA. Il est donc nécessaire de coordonner l'action des deux enquêtes. En ce qui concerne, par exemple, l'accès au site de l'accident, il faut protéger le site de l'accident. Ça, en général, c'est fait par des éléments de la gendarmerie, parfois de la police. La conservation des preuves et l'accès à celles-ci, il a pu arriver
pas tellement en France, mais dans d'autres pays, que la justice garde la main sur des éléments techniques qui ont bloqué en réalité l'enquête de sécurité et qui auraient pu avoir des conséquences en matière de sécurité. Bien entendu, ces deux enquêtes, les deux types d'enquêteurs doivent dialoguer, échanger des informations et enfin résoudre d'éventuels problèmes de contentieux, de conflits. Bon, il y a la question du financement sur lequel je reviendrai un petit peu plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, ces relations entre le juge d'instruction et le directeur du BEA sont gérées dans le cadre d'un protocole qui fonctionne bien, je pense, qui date seulement de 2014, qui fait qu'avant cette période, il a pu y avoir quelques difficultés parfois de relations entre les deux types d'enquêteurs. Alors, après ces considérations peut-être un peu théoriques, je vais passer à l'application pratique. Et l'application pratique est celle de ce que j'ai vécu au BEA, de l'accident du Rio-Paris. Alors, toutes ces dispositions que j'ai évoquées ont été mises en œuvre donc, dans le cadre de cette enquête. Alors je rappelle que l'avion s'est abîmé par 4000 mètres de fond dans l'océan Atlantique en juin 2009 et que l'accès à l'épave a duré à peu près 2 ans et ça a été une opération extrêmement compliquée. Alors, l'avion est tombé dans les eaux internationales. Alors, sur ce schéma, vous avez en haut à droite un petit rond qui est... ça. Oh. Excusez-moi, je ne suis pas très familier. C'est piégé. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Hop. Alors, pardon, on va faire... Tac. Non, il est où le... Pardon, je crois qu'on est deux à jouer en même temps. Voilà, pardon, merci beaucoup. Et là, vous avez normalement un pointeur qui marchait hier. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça. Donc ce rond-là entoure un îlot rocheux qui s'appelle Saint-Pierre-et-Paul et qui fait partie du Brésil. Donc l'avion est tombé à proximité de cet îlot, mais dans les eaux internationales, ce qui fait que le BEA a été chargé de l'enquête. Avion français, compagnie française, eaux internationales, le BEA est chargé de l'enquête. Mais l'avion avait survolé cet îlot quelques minutes auparavant. Et donc, il s'en est fallu de très peu. Si l'avion était tombé à proximité de cet îlot dans les eaux territoriales brésiliennes ou bien même sur les lots, il s'en est fallu de très peu que l'enquête ne soit menée par les autorités brésiliennes. J'ai tout à fait confiance dans les autorités brésiliennes, mais je pense quand même que ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Donc l'enquête a été confiée au BEA pour les raisons que j'ai évoquées et il a fallu réglementer, enfin décider des relations avec la justice avec laquelle nous avons passé un certain nombre de protocoles que je vais évoquer sur la question des recherches en mer. Bon, les recherches en mer, il n'y a pas 2 recherches en mer, il peut pas y avoir 2 opérations simultanées, donc il a été décidé que c'était le BEA qui était responsable des recherches en mer, qui menait toutes les opérations, bien entendu, en informant les enquêteurs judiciaires. La question du financement s'est posée tout de suite, c'est une opération extrêmement coûteuse. Les enquêtes sont financées par les États responsables des enquêtes. À ma connaissance, il n'y a aucune question d'assurance derrière. Et donc, le financement a été assuré partie par l'État, mais avec une contribution importante d'Air France et d'Airbus. Le ministère de la Justice n'ayant en aucune façon contribué au financement, d'ailleurs. La priorité du relevage
des pièces de l'avion. Donc on est allé repêcher au fond de la mer un certain nombre d'éléments. Il a fallu décider quels étaient les éléments prioritaires. Bien entendu, ce sont les fameuses boîtes noires qui ont fait l'objet de la priorité. Mais une fois qu'on a récupéré les boîtes noires, il faut absolument veiller à ce que, à l'intégrité de la conservation des éléments figurant dans ces enregistreurs. Il y a eu malheureusement par le passé certaines mises en cause de l'enquête du BEA qui auraient été accusées d'avoir manipulé certaines informations, ce qui était faux, mais n'empêche qu'il y a eu ce soupçon. Et pour éviter tout soupçon, eh bien, nous avons fait en sorte que les boîtes noires soient accompagnées du bateau qui les a repêchées jusqu'au laboratoire du BEA par un officier de police judiciaire. Il y avait un gendarme en permanence à côté de ces boîtes noires. Et enfin, dernière opération, la plus délicate sans doute et la plus compliquée, a été la récupération et le relevage des corps qui étaient au fond de la mer. Alors bien entendu, ce n'était pas une opération sous la responsabilité du BEA, mais le BEA l'a organisée et elle a été confiée à l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale. Alors, j'ai évoqué la conclusion de l'enquête et les recommandations. Alors, en ce qui concerne cet accident particulièrement, il a fait l'objet le rapport d'enquête a fait l'objet d'un certain nombre de recommandations qui s'adressent aux différentes autorités que j'ai évoquées tout à l'heure. L'Organisation de l'aviation civile internationale, tout d'abord, pour l'organisation des secours en mer. Cet après-midi, je crois que vous avez une discussion sur le sauvetage des bateaux. Il y a un problème aussi avec le sauvetage des avions qui tombent en mer. Et ce sauvetage est confié à l'État qui est responsable de la zone SAR. J'imagine que c'est la même pour les bateaux et pour les avions. Et donc là, c'était le Brésil. Mais il y a eu un certain nombre de difficultés qui ont amené le BEA à faire des recommandations à ce sujet. L'Agence européenne, par exemple, pour la certification des sondes pitot, dont on sait qu'elles sont à l'origine de la perte d'indication de vitesse de l'avion et corrélativement de l'accident. La DGAC pour la surveillance des compagnies aériennes. Des recommandations également s'appliquant à Airbus pour les procédures en cas de perte d'indication de vitesse et aux compagnies aériennes pour l'entraînement des équipages. Donc vous voyez que dans ce cas particulier, l'ensemble des parties prenantes à la sécurité aérienne ont fait l'objet de recommandations de la part du BEA. Je terminerai en évoquant les autres bureaux d'enquête qui existent en matière de transport, parce que le succès en matière de sécurité aérienne, de cette organisation, des modes de prévention et des enquêtes de sécurité, eh bien, a fait des émules dans le domaine de la mer, puisqu'il existe un BEA mer dont le fonctionnement est tout à fait analogue à celui du BEA, même s'il n'est pas, je pense, régi par les mêmes réglementations internationales. Il existe un bureau d'enquête pour les accidents de transport terrestre et depuis peu de temps, un autre sur les risques industriels. Et enfin, les militaires, finalement, se sont inspirés de ces modèles pour créer de leur côté des bureaux d'enquête sur les accidents concernant les navires et les avions d'État. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste une minute, alors j'en profite sur l'accident indien récent. J'imagine que vous avez lu, on n'a pas encore les boîtes noires, mais vous avez lu la presse. Est-ce que vous, alors c'est sûrement, vous allez me dire que c'est pas dans les procédures, hein, mais vous avez une piste sur ce qui a pu déclencher Bon, la seule chose que je peux dire de sûr, c'est que l'enquête est menée par les autorités indiennes et qui ont la coopération des Américains, puisque l'avion est conception américaine, et puis des Britanniques, puisqu'ils ont des accords de coopération avec les autorités britanniques. Et parce qu'il y avait un certain nombre Et il y avait des victimes, également pas mal de victimes britanniques. Sur les pistes, je pense que moi je me suis habilité à rien dire. Les seules autorités aptes à communiquer sont les autorités indiennes. Cela dit, les boîtes noires ont été retrouvées, ont été, je pense, exploitées. J'espère qu'elles n'ont pas été trop abîmées, mais enfin normalement elles ont dû résister à l'accident. Il y a par ailleurs beaucoup d'enregistrements. On a vu ces vidéos tragiques de l'avion
l'avion qui est en train de s'écraser. Il y a toutes les communications également entre le sol, entre le pilote et puis la tour de contrôle, puis tous les éléments qu'on va retrouver dans la compagnie aérienne. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je pense que déjà probablement que les enquêteurs ont une idée assez précise de ce qui s'est passé et j'espère qu'ils vont communiquer assez rapidement sur le sujet. Mais moi, à ce jour, je ne suis pas habilité à faire la moindre hypothèse que ce soit. Merci beaucoup, monsieur.